Management trop hiérarchique, overdose de process, méthode gadget. Ces dernières années, le monde du travail en France semble faire face à un environnement désenchanté. À l'occasion du colloque de l'Express consacré aux méthodes de management et qui s'est tenu lundi 26 mai, on se demande comment changer les pratiques pour redonner du sens au travail. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez L'entreprise de demain, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 3, l'autorité utile du manager. Pour ce dernier épisode, on retrouve Laurent Berbon, rédacteur en chef de la rubrique Management et Leadership de l'Express. Bonjour Laurent. Bonjour Charlotte. Laurent, pour terminer cette série, je te propose qu'on se penche sur le bien-être au travail, car les chiffres en France ne sont pas très bons. Ah oui, ils ne sont pas bons du tout. La santé psychologique des salariés français reste dégradée. D'après une étude du cabinet Empreinte Humaine de septembre 2024, 8 salariés sur 10 en détresse psychologique estiment que leur situation est partiellement ou totalement liée à leur environnement de travail. Le taux de burn-out, lui, il est stable, mais il concernait encore 30% des salariés à l'automne dernier. On entend souvent parler d'une épidémie de burn-out, notamment depuis le Covid. Qu'en est-il vraiment ? Oui, alors les cas de burn-out augmentent encore effectivement, mais le phénomène est aussi davantage pris en compte par les autorités sanitaires et davantage médiatisé. Et donc, il y a probablement un effet de loupe. D'ailleurs, vous aurez peut-être noté, dans certaines études, on ne parle plus forcément de burn-out, mais de détresse psychologique. Et derrière tout ça, on a parfois un peu de mal à savoir ce que cela recouvre. Une réalité qui contraste donc avec le vocabulaire qui parcourt le management depuis plusieurs années, de la bienveillance à l'intelligence collective, en passant par le positivisme. Alors, pour analyser ce paradoxe, je vous propose de nous rendre au Théâtre Marigny à Paris, où s'est déroulé le colloque de l'Express consacré au management. Pour cet épisode spécial, nous recevons Julia de Funès, docteur en philosophie, spécialiste du monde du travail. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. C'est l'un des sujets que vous avez évoqué durant le colloque et c'est un thème qui revient régulièrement dans vos chroniques, dans les pages de l'Express. Vous êtes assez critique de termes très utilisés en management aujourd'hui. On va en décortiquer quelques-uns. Alors, quel est le problème, selon vous, avec des mots comme bienveillance, notamment en entreprise ? Alors, le mot bienveillance, c'est vrai, est sorti à toutes les sauces et tous les menus. Il ne s'agit pas du tout de s'opposer à la bienveillance. C'est pas du tout l'idée que je critique, ce serait ridicule. Tout le monde est pour la bienveillance, personne n'est pour la malveillance. Mais à force d'utiliser ce mot, on le galvaude et on le vide complètement de son contenu. Et résultat, ce qui se passe beaucoup dans les entreprises et même dans notre société, c'est qu'à vouloir paraître bienveillant, eh bien, on n'ose plus dire grand-chose à ces géniaux collaborateurs, on n'ose plus les critiquer, on a peur de passer pour quelqu'un de méchant, de réac, de critique, de non-progressiste. Et résultat, eh bien, on transforme la bienveillance en complaisance, en non-dit. Or, il n'y a rien de plus violent que le non-dit, il n'y a rien de plus violent que la complaisance. La vraie bienveillance, si vous êtes bienveillant envers moi aujourd'hui, vous allez peut-être me dire dans un instant, mais je suis pas du tout d'accord avec vos arguments. Et vous allez me contredire, mais ce sera très bienveillant parce que, vous m'écoutez jusqu'au bout, c'est respectueux. 2, vous me challengez dans mes idées, vous me faites progresser. Moi-même, je vais vous challenger dans les vôtres. Et ensemble, on va monter vers des idées plus justes, vers des idées plus vraies. Depuis les Grecs, les idées les plus justes et les plus vraies sont lesquelles ? Ce sont celles qui dépassent les contradictions. En science, on ne progresse qu'en dépassant les contradictions. Et c'est vrai dans tous les domaines. Donc, quand on est dans un vrai souci de bienveillance dans l'entreprise, ça veut dire qu'ensemble, collectivement, on veut monter vers des idées plus justes, vers des idées plus vraies. Encore faut-il donc oser la contradiction, oser la confrontation et ne pas sans cesse confondre la contradiction et l'humiliation ou la confrontation et le conflit, parce qu'à ce moment-là, si on mélange tous ces concepts, on préfère faire de la bienveillance, de la complaisance et du non-dit. Donc la bienveillance, oui, mais au sens confrontante du terme et certainement pas soupe démagogique. Autre mot sur lequel on peut s'attarder et qu'on lit beaucoup sur une plateforme comme LinkedIn, le mot inspirant. Alors le mot inspirant est devenu assez horripilant et effectivement parce que dès que quelqu'un fait quelque chose, c'est inspirant. Il a quitté son CDI pour fabriquer des savons au lait d'avoine, c'est inspirant. L'autre jour j'entendais ça, non, pour moi c'est désespérant, c'est sinistre, mais on le sort à toutes les sauces. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout, même si ce mot est complètement essoré, fatigué, galvaudé, il révèle quelque chose de plus profond, comme un souffle, parce que être inspiré et dire que quelque chose est inspirant, ça veut dire que ça nous rehausse, que ça nous fait grandir. Et c'est très étonnant d'utiliser ce mot, que ce mot résiste, alors qu'on est vraiment dans l'ère de l'égalitarisme, de l'horizontalité, où il n'y a plus véritablement de valorisation de la verticalité. Donc pour moi, c'est un signe, c'est un symptôme presque de quelque chose qui résiste, qui montre qu'on a besoin de grandeur, de dépassement, d'admiration dans un monde qui s'est avili d'une certaine façon du point de vue de l'égalité. En tout cas, que l'égalité de droit s'est dévoyée en égalitarisme, en horizontalité. Et là, je trouve que c'est un mot qui
qui révèlent quand même notre besoin de grandeur et de dépassement. Donc, même s'il est galvaudé et usé jusqu'à la corde, peut-être gardons-le parce que c'est encore un signe de verticalité, de grandeur dans ce monde horizontal. Ces termes que vous pointez du doigt, ils sont souvent associés à une fonction de manager et on l'a dit dans les épisodes précédents, beaucoup ne veulent plus exercer cette fonction. Alors comment on change ça ? Écoutez, donner envie, c'est très compliqué. On peut pas forcer les gens à avoir envie. Il faut rendre le métier plus prestigieux, lui redonner un peu des lettres de noblesse. Et malheureusement, il a été très abaissé, comme tous les métiers d'autorité, que ce soit les politiques, les enseignants, les professeurs, les managers. Et c'est ce que j'évoquais juste à l'instant, c'est qu'on n'accepte plus aujourd'hui de hiérarchisation, de verticalité. On doit tous être à peu près au même niveau. Donc tous ces métiers-là, verticaux finalement, enfin imposant une forme de supériorité, sont très vite dévalorisés. Donc pour moi, il faut redonner du prestige, montrer que le management, quand même, c'est un poste d'autorité. Et l'autorité n'est pas à bannir, c'est pas de l'autoritarisme, c'est tout le contraire. Quand on exerce une autorité, on augmente ses équipes, on augmente ses élèves, on améliore aussi l'éducation de ses enfants. Donc l'autorité est quelque chose que le manager peut incarner et qui est très utile, évidemment, pour les autres, puisque c'est une vertu altruiste, mais c'est aussi un accomplissement personnel formidable, parce que quand vous êtes manager, qu'est-ce qui fait que vous faites la différence par rapport à d'autres personnes ? C'est qu'à un moment, vous avez cette compétence managériale, vous avez du charisme, du leadership, de l'autorité. Ça vient d'où ? Ça ne vient pas d'une posture managériale, comme disent les coachs. Ça ne vient pas d'un formatage postural ou de recettes comportementales. Ça vient du courage d'être soi-même, d'une authenticité. Quand vous êtes vraiment dans la véracité de ce que vous voulez dire, dans la sincérité de votre message, dans l'authenticité de ce que vous êtes très impactant, vous êtes très séduisant. Donc ces métiers sont quand même très nobles et très à valoriser, parce que non seulement ils permettent un accomplissement personnel, une authenticité, devenir soi, et puis en même temps ils ont un but aussi altruiste, parce que les gens qui ont de l'autorité, du leadership, du charisme augmentent les autres. Donc on peut, c'est un exemple parmi d'autres, mais on peut revaloriser ce métier à travers les compétences qu'il suppose, qu'il exige. Dans vos chroniques et dans vos livres, vous blâmez également toutes les théories de management qu'on peut entendre et apprendre dans beaucoup de formations de management. Pourquoi elles ne sont pas adaptées selon vous, ces formations ? Il peut y en avoir de très bonnes, hein. Il ne s'agit pas de toutes les critiquer d'un revers de la main, mais si vous parlez des formations au leadership, de prise de parole en public, par exemple, la plupart du temps, on réduit les gens à rentrer dans une posture managériale. On leur dit, voilà, pour bien parler en public, il faut respirer avec le ventre, il faut avoir les jambes ancrées, voilà, plein de détails, de recettes, de kits comportementaux qui, pour moi, n'ont donné aucun charisme à quiconque. J'ai jamais vu des gens suivre ce genre de formation le vendredi et avoir un charisme inouï le lundi. Ça, c'est encore jamais vu. Donc, je crois que le leadership est beaucoup plus une affaire d'authenticité que de simple technicité. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de la technicité, mais on ne peut pas réduire les formations en management à des kits comportementaux. Donc voilà pourquoi parfois elles sont un petit peu superficielles, elles sont très artificielles, et pour moi le management relève de choses plus profondes, d'un courage d'être soi-même, d'oser dire ce qu'on a envie de dire, d'oser faire des choix, d'oser décider, et c'est beaucoup plus lié à ça, les compétences managériales, qu'à de la technicité ou du formatage, où les formations se réduisent très souvent à du formatage, c'est ça le problème. Selon vous, quelles valeurs, quelles pratiques il faudrait plutôt réintégrer dans les entreprises aujourd'hui, mais surtout pour les entreprises de demain ? Écoutez, j'ai pas de conseils à donner, mais en tout cas, moi, je crois que quand on quitte une entreprise ou qu'on se souvient de sa carrière, ce qui marque les cœurs et les esprits de manière indélébile, ce sont des gestes, des mots, des paroles, des agissements, des attitudes de son manager. On se souvient pas des théories en management. Est-ce que c'était du lean management ? Est-ce que c'était une approche systémique ? Est-ce que c'était ceci ou cela ? Je crois que les gens ne retiennent pas du tout ces modélisations, ces conceptualisations-là. Ils se rappellent de ce que Vassili Grossman appelait la petite bonté. Vous voyez, c'est la bonté de tous les jours, c'est-à-dire vraiment ce qui fait l'humanité de quelqu'un. Ça peut être la connivence d'un regard, ça peut être la chaleur d'un geste, ça peut être la grâce d'une élégance, ça peut être un mot, ça peut être une tape sur l'épaule. Mais je crois que le management s'humanise, en tout cas, à travers cette petite bonté-là, c'est-à-dire une bonté de tous les jours qui montre l'humanité du manager ou l'humanité du salarié et qui cherche à épauler, à faire grandir, à aider, et donc qui fait de la vulnérabilité une force partagée finalement. Dans ce cas, pourquoi on voit toutes ces méthodes de management justement se multiplier ? Parce que ça rassure, c'est très rassurant d'avoir des kits, des guides, des béquilles managériales. On a l'impression qu'on suit un modèle. C'est beaucoup plus simple de s'engouffrer dans un rôle à jouer. On joue à être le manager plutôt qu'oser être soi-même et oser faire preuve d'humanité de manière singulière. Donc je crois qu'il faut un courage. S'il y avait une valeur peut-être à prôner pour le management, je crois que ce serait le courage aujourd'hui
aujourd'hui, et c'est un peu la même chose pour nos hommes politiques, un courage de dire, un courage de faire, un courage de choisir, un courage d'être soi-même, un courage d'imposer aussi certaines choses, et certainement pas être assujetti à des normes comportementales, des normes managériales, des normes langagières. Pour moi, être un manager, être un chef, c'est être un sujet, et c'est pas être assujetti aux injonctions du moment et à l'air du temps. Ces termes qui se multiplient que vous décrivez et cette difficulté vis-à-vis des fonctions managériales, est-ce qu'on peut les associer à la période du Covid ou est-ce que tout ça était déjà ancré avant dans les entreprises ? Ça dépend des mots, mais je ne crois pas que les mots que vous avez évoqués, bienveillance, inspirant, talent, le mot talent existait depuis bien longtemps dans les entreprises, les directeurs des talents, comment recruter nos talents, etc. Donc ça, on l'entendait avant. Je ne les relierai pas d'emblée au Covid. Il y a eu d'autres choses liées au Covid, bien sûr, le télétravail, la porosité entre vie pro et vie perso, tous ces problèmes, le sens au travail, ça oui, ça a été très lié à la crise Covid, cette crise de sens, mais les termes en tant que tels, je les relierai pas directement à cette pandémie. Et pourquoi cette crise de sens au moment du Covid ? Parce qu'on s'est rendu compte, et le président de la République avait évoqué d'ailleurs ça à travers un mot, à mon sens un peu maladroit, parce que unique, en disant il y a les métiers essentiels et les métiers non essentiels, donc on a été quand même très nombreux à se dire mais on ne fait pas partie des métiers essentiels, donc à quoi servons-nous ? Et à part les métiers directement liés à la survie de la population, on s'est tous retrouvés comme inessentiels. Donc ça a créé une crise de sens, bien sûr. Je ne dis pas que tout vient du président de la République, il y avait de toute façon une problématique du sens beaucoup plus structurelle et ancrée, mais là le fait de se dire finalement le pays fonctionne malgré tout sans moi, et ça a développé cette crise de sens. Et puis comme on revenait aussi à un aménagement entre la vie pro et la vie perso très fort, où il y avait justement pas de... C'était très perméable, on s'est dit mais qu'est-ce qui compte le plus dans nos existences ? Est-ce que c'est pas ma vie privée ? Est-ce que le travail ne devient pas un moyen au service de ma vie ? Et c'est là qu'on a basculé dans cette crise de sens, que je synthétiserai comme ça. En gros, pour ma génération, j'ai 45 ans, pour ma génération et les précédentes, le travail constitue un but en soi, une finalité. On vivait presque pour travailler. Nos parents nous disaient quoi ? Fais des bonnes études, trouve un bon boulot et tu auras réussi ta vie. C'était presque aussi simple que ça. Et là, on s'est rendu compte que c'était totalement absurde, que ce qui comptait, c'était la vie, bien sûr, et que le travail était un moyen au service de la vie. On ne vit pas pour un bon boulot, on espère un bon boulot pour vivre le mieux possible. Donc, si vous voulez, il y a eu un changement de paradigme, et les plus jeunes générations nous obligent à repenser ce paradigme-là, à faire du travail justement un moyen essentiel, bien sûr. Il ne s'agit pas du tout de dire que le travail n'est pas essentiel à la vie d'un homme ou d'une femme, mais c'est un moyen au service de la vie, et c'est pas une finalité de l'existence. Et je trouve que la crise Covid, a vraiment contribué à repenser justement ces schémas et ces paradigmes. Est-ce que ce sont des pratiques managériales qu'il faut réintégrer, c'est-à-dire des pratiques managériales qui existaient déjà, ou alors plutôt des choses qu'il faut réinventer ? Je crois que moi je suis pas passéiste, je dis pas du tout c'était mieux avant, il y avait des très bonnes choses avant, mais de façon structurelle c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Il suffit de relire Zola pour se guérir de toute nostalgie sur les conditions de travail passées. Donc non, je suis pas du tout à dire que c'était mieux avant, mais comment garder le meilleur du passé tout en évoluant et en s'adaptant aux innovations et aux progrès actuels, voilà, c'est ça la question. Donc non, je crois que si vous voulez, si on résume l'histoire du management, à travers l'histoire des idées, on est passé d'un management très vertical, très autoritariste, les années 50-60, très paternaliste. Heureusement, on l'a quitté, mais aujourd'hui, on est arrivé à un management assez horizontal, très transversal. On est passé, si je suis très simpliste, de papa très sévère à maman très sympa, si vous voulez. Et je crois que entre le liberticide d'hier et le très libéré qui est très à la mode, je crois qu'il faut revenir à un management libérateur, c'est-à-dire qui mise, qui capitalise, qui valorise l'autonomie des collaborateurs, qui rend les collaborateurs sujets de leurs actes, comment devenir acteur de soi-même, comment avoir la main sur sa vie professionnelle. Pour moi, c'est ça le rôle du management aujourd'hui, rendre les gens sujets dans leur travail et donc passer, que ce ne soit ni liberticide ni libéré, mais libérateur, c'est-à-dire capitalisant, misant sur l'autonomisation des collaborateurs. Merci beaucoup, Julia de Funès. Chers auditeurs, pour lire les chroniques de Julia de Funès, rendez-vous sur l'express.fr et le replay du colloque Leadership est disponible sur notre chaîne YouTube. Quant à La Loupe, c'est un nouvel épisode du lundi au vendredi dès 6h du matin, disponible sur toutes les plateformes d'écoute comme Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Merci à Laurent Berbon, rédacteur en chef de la rubrique Management et Leadership, de nous avoir accompagnés durant ces 3 épisodes. Merci également au Théâtre Marigny à Paris de son accueil pour ce podcast. L'entreprise de demain est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.